Bonjour. Nous allons maintenant commencer aujourd'hui avec beaucoup de plaisir ce podcast dédié aux tout nouveaux projecteurs JVC qui viennent d'être présentés il y a quelques minutes de cela. Donc avec une news sur HCFR. Avec nous aujourd'hui, donc pour nous dévoiler un petit peu plus précisément tout ce qui va, toutes ces nouveautés, Xavier Yanez de JVC France. Xavier, quelle est ta fonction exacte chez JVC Alors, je France? suis responsable marketing chez JVC, JVC Kenwood, donc, qui a les marques JVC et Kenwood Parfait. en France. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de nous présenter cette toute nouvelle gamme. Encore une fois, c'est à chaque fois un vrai privilège d'avoir accès directement aux fabricants et en première main. Alors, pour ce qui concerne donc l'association des membres HCFR, nous sommes aujourd'hui 5. Il y a d'abord Olivier Merlin. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu Olivier. Voilà, Bonjour. voilà. Il y a Gérald Kaysen. Bonjour à tous. Il y a Cyril Hector, malheureusement sans caméra. Oui, bonjour à tous. Et il y a également Nicolas Milka, Bonjour à tous. également sans caméra. Et moi-même, Hugo S, de l'administration et du conseil d'administration de l'association des membres HCFR. Eh bien, ce que je vous propose, c'est sans plus tarder, Xavier, on te passe la main. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle gamme très intéressante de mon point de vue des projecteurs JVC laser? Alors, très bien, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter donc, en effet la nouvelle gamme DLA 2021. Juste pour vérifier, est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas? Oui. Pour ce qui me concerne, oui. Oui, Oui, très bien. Oui. La présentation? Oui. Très bien. Donc, nouvelle gamme 2021 DLA, donc c'est une gamme qui est attendue depuis un certain temps, puisqu'on avait sorti déjà notre gamme actuelle il y a déjà 2 ans en fait. Donc, ça va être vraiment une année importante et c'est une évolution vraiment très importante, une évolution majeure de nos produits, puisqu'on arrive avec la source laser en fait, avec de nouveaux éléments pour le 8K et encore des améliorations pour le HDR. Donc, ces produits donc sont annoncés aujourd'hui. Donc, nous sommes le 1er septembre 2021. Ils sont annoncés aujourd'hui en exclusivité pour un lancement qui va arriver très prochainement. Donc, je disais une évolution majeure. Pour avoir un petit récapitulatif en fait, de la gamme en fait, des ILA, donc, qui a été développée en 1997. On a eu tout au long de notre histoire de nombreuses étapes clés avec les premières matrices Full HD, puis on est passé avec le eShift pour arriver à avoir une résolution supérieure avec le eShift 4K qui était arrivé en 2011, et on était arrivé en 2016, fin 2016, avec le DLA Z1 qui était notre premier produit grand public avec des matrices 4K natives. Et ensuite, il y a un peu plus de 2 ans de cela, nous étions arrivés avec nos produits de la gamme DLA N avec 4K natifs et avec les premiers produits 8K eShift. Donc 2021, on va encore plus loin avec des produits 4K natifs toujours, bien sûr, mais avec un stade au-delà en fait dans la résolution 8K avec un nouveau eShift 8K et surtout des entrées qui vont être compatibles avec les signaux 8K et avec les sources laser sur nos nouveaux projecteurs, ce qui font que c'est vraiment une date très importante pour nos projecteurs. Donc, le premier point, c'est la résolution 8K. Donc, nous avions déjà l'an dernier avec le DLA
NX9, un eShift 8K, mais maintenant on arrive à aller bien plus loin en fait cette année. Excuse-moi Xavier, Oui. un eShift 8K que Nicolas Milka connaît bien puisque il possède le fabuleux NX9. projecteur NX9. Tout à fait. Combien d'heures, Nico? Là, ça commence à faire. Je suis à deuxième lampe. Je dois approcher les 4000 heures. Ah, très bien. Dès lors, X9, ouais. C'est un magnifique produit qui nous avait vraiment surpris, Je confirme. étonné et qui s'est avéré être vraiment incroyable. Sachant que ici présent, il y a 2 possesseurs de N7 qui n'est pas eShift 8K. Donc, il y a Cyril Hector et moi-même qui apprécions beaucoup ce projecteur NX9. Je parle en ton nom, mais c'est bien le cas, Cyril? Oui, tout à fait. Oui, c'est un projecteur assez exceptionnel. On Ouais. peut calibrer facilement, on mettre dans les normes. Voilà, excuse-nous Xavier, on t'a Non, mais interrompu. c'est très intéressant. eShift 8K, donc... Donc, voilà, donc 8K, là, c'est vraiment ça va être un des mots-clés pour cette nouvelle gamme, pour ces 3 produits, en fait. On a les premiers projecteurs home cinéma grand public, en fait, qui vont avoir une entrée, en fait, qui accepte les signaux 8K 60p. Donc là, c'est vraiment une première, parce qu'auparavant, en fait, sur le NX9, il n'acceptait pas, en fait, les signaux 8K, mais il pouvait convertir une image en 8K avec le eShift. Mais là, en fait, directement avec le HDMI, en fait, on va pouvoir accepter vraiment les signaux 8K 60p et également le 4K 120p. Donc, ça, c'est vraiment un point assez important, comme on va le voir un petit peu par la suite. Donc, le 8K, en fait, c'est pas simplement, c'est vraiment une grosse évolution, puisqu'on a vraiment tout retravaillé pour que ces produits puissent pouvoir lire les données UK et les restituer dans la meilleure façon possible. Donc, c'est des nouveaux, c'est toute l'électronique vraiment qui a été revue. C'est pas simplement l'entrée. Donc, on a, en plus du eShift, on a également toute l'électronique. On a donc 2 HDMI donc, qui vont pouvoir accepter des signaux UK jusqu'à 48 gigabits seconde. Donc, vraiment des débits très élevés, énormément d'informations. On a des nouvelles puces 8K sur le produit et des matrices DLA en fait également nouvelles. Vraiment, c'est un point assez important qui repousse un peu les limites de nos projecteurs. Et Xavier, pardon de t'interrompre. Pourquoi vous n'avez pas communiqué directement sur la notion de HDMI 2.1, puisque Alors, en fait le HDMI 2.1 c'est l'équivalent du 48 gigabits. oui, tout à Est-ce que fait. ça veut dire Alors, qu'ils ne sont pas pleinement voilà, HDMI 2.1? tout à fait. On ne communique pas, pour éviter les confusions, on ne communique pas sur la version 2.1 parce qu'on n'a pas toutes les spécificités. Ouais, toutes les fonctionnalités. Ouais. Pour un projecteur, on n'a pas aujourd'hui toutes les fonctionnalités, mais on a la principale qui est de pouvoir accepter en fait les signaux 8K 60p à un débit de 48 gigabits seconde, ce qui est énorme quand on compare par rapport à auparavant quand on était à 18 gigabits seconde. C'est vraiment une très très grosse évolution. Donc c'est pour ça qu'on évite de communiquer sur 2.1. Et vous pensez que ça serait updatable, ce point, ou pour passer en 2 points éventuellement avec une mise à jour ou... Je suis pas sûr, j'ai pas d'informations vraiment à ce sujet. Je suis pas sûr parce qu'il y a pas mal de points assez compliqués. Donc sur ce point-là, Oui, à mon avis, c'est au niveau du frame variable qui ouais, est lié un des points, qui est lié au HDMI 2.1 parce que du coup, avoir un frame variable, y compris dans un contexte où finalement il y a un processing d'upscaling eShift 8K. Je pense que là, effectivement, on doit arriver probablement à des limites de processing potentiel. Enfin, je ne sais pas comment tu vois la chose, Nico. Bah, je sais pas. Je pense que... Je sais pas, Ouais. honnêtement. Bon, on va laisser Xavier. On posera les questions tout à l'heure.
Donc ça, c'est un des points clés. L'autre point aussi, c'est sur le 4K, on peut maintenant accepter les signaux 4K 120p, et donc ce qui fait que ça permet d'avoir un mode latence faible, en fait, vraiment beaucoup plus efficace, et c'est idéal pour les personnes qui, notamment, veulent jouer aux jeux vidéo avec nos projecteurs sur de très grands écrans pour avoir vraiment un délai de latence très faible. C'est aussi un point qui revient chaque année, en fait, quand on sort un projecteur, on nous interroge sur ce délai de latence. Je n'ai pas encore le chiffre exact, mais je sais que d'après les tests qui ont été faits, c'est vraiment un point qui a été beaucoup amélioré et qui nous permet en fait d'avoir aujourd'hui un projecteur qui sera prêt pour le futur également, puisque c'est aussi une tendance forte d'avoir des images en fait de plus en plus importantes. Nico, tu utilises ton NX9 en contexte jeu vidéo ou pas? Oui, énormément, oui. D'ailleurs, c'est un des points qui m'intéresse beaucoup, cette fameuse entrée HDMI qui accepte le 120p. Je suis très intéressé par ça. Ouais. Ouais. Maintenant, visiblement, si on n'est pas pleinement de points, je suis pas sûr que ça me convienne comme il faut, mais bon, on en rediscutera après. Enfin, d'un autre côté, là, si tu veux, c'est clairement indiqué 4K 120p latence faible, donc potentiellement, il y a. Enfin, je pense qu'ils se sont penchés sur la chose. À mon avis, le différentiel doit être sur le frame variable, dont je n'ai plus le nom en tête exact. Le VRR. Le VRR, oui. Ouais. Mais ça, si tu veux jouer, c'est quand même un peu important, en fait. Ah bah, L'input lag aussi, hein, pour les FPS. Tout à fait. Ouais. Bon, allez, on te passe la main, Xavier. Pardon. Tout à fait. Donc, entrée 4K 120p, un point clé aussi. Donc, les matrices, ce sont des nouvelles matrices 4K, une nouvelle génération encore de matrices 4K sur les 3 modèles en fait qui ont été retravaillés et qui vont être en fait optimisés pour notamment pour le eShift 8K. Car le point en fait nouveau, donc il y a différents produits et sur les 3 produits, il va y avoir 2 produits qui vont avoir un 8K plus évolué qui va être un 8K eShift X. En fait, par rapport au 8K eShift tout court que l'on avait. Et la différence, c'est que avec le 8K eShift traditionnel de JVC, on décale les pixels en fait d'un demi-pixel en diagonale. Et en fait, on décale 2 fois les pixels pour avoir plus d'images et pour arriver à une résolution, quasiment à une résolution 8K. Et avec le nouveau eShift X, en fait, on va décaler, au lieu de décaler 2 fois les pixels, on va décaler 4 fois, en fait, avec des mouvements beaucoup plus rapides, dans 4 directions, ce qui permet d'avoir une image encore plus précise, encore plus proche vraiment du 8K. Donc, ça permet d'avoir un 8K eShift encore plus précis, beaucoup plus précis, et vraiment de se rapprocher au maximum de la vraie résolution 8K. Donc ça, c'est aussi un point très important. Donc le nouvel eShift 8K et eShift X 8K, nouvelle plus 8K, nouveau convertisseur 8K, vraiment de gros efforts qui ont été faits pour améliorer encore le rendu 8K. Et ça sous-entend que vous avez développé un nouveau processeur, Xavier, pour pouvoir réaliser ça, ou ça s'est fait comment exactement? Alors, je n'ai pas tous les détails techniques, mais ouais, il y a eu beaucoup de travail en fait sur des nouvelles puces et un convertisseur, ce qu'ils appellent le convertisseur 8K, en fait, vraiment qui a été vraiment redéveloppé. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Oui, puis en plus, là, même pour arriver à faire du 8K avec un chip 4K, enfin du 8K Syricom, il y a 4 positions. Les matrices doivent être quand même beaucoup plus rapides qu'avant. Alors oui, sur la rapidité, en fait, c'est le eShift 8KX, en fait, c'est 240 Hz, en fait, ce qui permet d'avoir une très grande rapidité, en fait, de pouvoir déplacer très rapidement, de faire le shift. Et c'est vraiment la clé, en fait, pour pouvoir avoir l'image avec une résolution bien plus importante, enfin, beaucoup plus de pixels. Ouais, c'est surtout sur la rapidité, donc c'est vraiment c'est une grosse progression par rapport à ce que l'on avait. Est-ce qu'on pourrait dire en fait que le side effect du 4K 120p à faible latence
a induit directement le e-shift X sur 4 directions. Oui, je pense que c'est lié. Oui, d'accord. Ouais. Je pense que Nico, celui-là, il s'approche beaucoup pour tes besoins de gaming. Ouais, ça veut dire quand même que théoriquement, au niveau des matrices, on doit avoir moins de rémanence par rapport aux anciennes générations de matrices. Oui, normalement, oui. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Sur ça. Est-ce que le e-shift il va évoluer en fonction de ce qu'il rentre, il va adapter l'image en fonction de son entrée, ou l'algorithme il est fixe comme sur le NX9? Alors, c'est-à-dire, il est fixe. Bah, en fait, on peut pas rentrer d'image 8K sur le NX9. L'HDMI le permet pas. Ouais. Mais comme là, on rentre en 8K, est-ce que le déplacement de l'e-shift, il va évoluer en fonction de ce qu'il voit en entrée de... Si c'est un signal 8K. Oui, si c'est un signal 8K, oui. Ouais, alors je ne sais pas exactement. Ou alors il se déplace tout le temps de la même façon, quel que soit ce qu'on rentre dans le projecteur. Ouais, un peu comme le NX9. Ouais, je pense qu'ils. À vérifier, je pense qu'ils se déplacent toujours de la même façon, mais en fonction du contenu, ouais, ça donne. Ensuite, il y a toujours un petit réglage en fait qui est possible de faire. Tu peux activer ou pas le e-shift. Oui, le e-shift. Ensuite, si c'est le N7, c'est le e-shift standard, et si c'est le 8 et le 9, on peut supposer que c'est le e-shift X. Mais faire un e-shift dégradé sur le 8 ou le 9, à mon avis, enfin, à moins que je ne me trompe, mais ouais, je ne pense pas non plus. Donc, un point, donc voilà le e-shift 8K e-shift X, la nouvelle version. Et donc, tu peux juste. Et donc, il bascule sur quatre directions au lieu de deux. Voilà, 4 directions pour avoir vraiment une image encore plus précise, une résolution encore meilleure. Au niveau de l'électronique interne du projecteur, donc j'imagine si on injecte un signal 4K, il est toujours possible d'upscaler, je dirais, en 8K. Oui, on peut toujours upscaler, oui, tout à fait. Oui. Donc en fait, il y a eu un travail qui a été fait, je dirais, sur l'upscaling, j'imagine, pour en arriver à ça. Au niveau puissance de calcul, en interne. C'est surtout la rapidité, en fait. Voilà. Avant, la rapidité nous permet de faire le shift dans 4 directions au lieu de 2 directions, donc d'avoir une image bien plus précise, en fait, bien plus détaillée à ce niveau-là. Ouais. En fait, Gérald, sur le NX9, oui. donc celui qu'on a testé et que possède Nico, il y avait déjà ce e-shift 8K qui personnellement m'a toujours bluffé parce que j'ai trouvé l'image magnifique. Et je trouve que maintenant, avec le e-shift X, là, donc avec une évolution encore supérieure, puisqu'en fait, on parle d'un processing, du coup, je suppose, multiplié par 2, ça doit être quelque chose. Potentiellement, ça doit être quelque chose. Ouais. Tout à fait, donc c'est un des points clés de cette nouvelle gamme. Pour continuer donc, sur les optiques, donc là, j'écris les caractéristiques principales, après on verra produit par produit. Mais donc, juste pour décrire dans la gamme, les 2 premiers produits auront une optique 65 mm, donc équivalente au produit standard, et le produit haut de gamme aura une optique 100 mm, qui est la taille de l'optique qu'avait le Z1 et le NX9, donc vraiment des optiques haute qualité, mais les optiques ont été aussi améliorées. Il y a aussi un travail sur toutes les optiques pour augmenter en fait le rendement lumineux et pour réduire vraiment pour optimiser au maximum, pour avoir plus de luminosité et plus de contraste sur ces nouveaux produits. Donc c'est vraiment aussi également de nouvelles optiques sur les 3 produits, et ce qui, on verra après, permet d'avoir des taux de luminosité et de contraste très élevés. Sur les produits haut de gamme, on a vraiment une optique sur laquelle on a aussi
travaillé pour supprimer la lumière interne inutile qu'il y aurait à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très, très précis, vraiment pour avoir ce qu'on appelle un Ghostbuster, pour éliminer en fait les réflexions qui pourraient se produire avec la lumière interne qu'il y a dans le projecteur. Donc, vraiment pour avoir une image encore plus exceptionnelle. Donc, optique. Ensuite, une partie aussi un peu technique sur l'interpolation de mouvements LED à la fluidité. Donc, on a aussi retravaillé sur le Clear Motion Drive. Alors, le Clear Motion Drive ne fonctionnera pas sur les signaux 4K 120p ni 8K Shift, mais pour tout le reste, il a été amélioré encore, toujours dans un souci d'avoir des images les plus nettes dans les scènes animées. Donc, juste pour rappel, on avait le Clear Motion Drive, on a aussi le Motion Enhance, qui est une autre aide à la fluidité, qui est cette fois-ci pas algorithmique, mais qui est plutôt mécanique. Donc, il y a les deux possibilités. On peut jouer à la fois sur le Clear Motion Drive avec plusieurs niveaux et sur le Motion Enhance pour avoir, dans les images animées, pour avoir vraiment le moins d'artefacts, aucun artefact possible. Voilà, donc on a vu la partie des caractéristiques de la gamme. L'autre point clé, c'est passer à la source laser. C'est vraiment important, parce que jusqu'à présent, chez JVC, il fallait aller sur le DLA-Z1, qui est un modèle très haut de gamme, sur les modèles grand public, pour avoir une source laser. Et donc maintenant, ces 3 nouveaux produits vont avoir cette source laser. Alors, avec ce qu'on appelle Blue Essence, qui est la technologie laser originale de JVC, qu'on avait déjà sur le DLA-Z1. Donc, le premier avantage du laser, ça va être la longue durée de vie, donc jusqu'à 20 000 heures, et la forte luminosité, avec sur le modèle haut de gamme, une possibilité d'atteindre 3000 lumens. En caractéristique, on va également avoir le contrôle dynamique du laser. En fait, la puissance du laser peut être contrôlée instantanément en fonction de la luminosité de la scène. Et ça permet d'avoir des images vraiment plus proches de la perception humaine. Techniquement, donc, ensuite, le laser permet d'avoir un taux de contraste dynamique dit infini, en fait, à mesure où on a cette source laser. Et bon, ensuite, tous les avantages du laser que l'on connaît, la durée de vie, donc plus besoin de changer de lampe, moins de besoin aussi de recalibrer au fur et à mesure que la lampe vieillit, puisque c'est du laser. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi vraiment très, très important pour le consommateur final, avec une faible consommation d'énergie. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est le démarrage et l'arrêt qui vont être instantanés avec le laser, comparé à des lampes traditionnelles où il faut attendre que la lampe chauffe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. J'avais une petite question, Xavier, concernant justement tous les mécanismes de gestion dynamique, je dirais, de ce laser. En comparaison du Z1, il y a eu des évolutions dans la manière de gérer la dynamique du laser? Oui, par rapport au Z1, oui, parce qu'on a pas mal. Le Z1, c'était vraiment notre premier produit Bien sûr. à source laser. Et alors, je dirais sur le rendu global, c'est vrai que le Z1, quand on compare par rapport au X9, etc., il n'est pas laser, mais en comparant, c'est vrai que sur la puissance lumineuse et sur le contraste, il y avait. On est vraiment à un niveau bien au-dessus, en fait, avec les nouveaux produits sur le laser. Donc moi, je dirais que il y a une bonne évolution. Il y a une grosse évolution. Ouais, une grosse évolution. C'est-à-dire que entre les 3000 lumens du Z1 et les 3000 lumens aujourd'hui du nouveau produit haut de gamme, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup mieux géré. D'accord. Et au niveau du Blue Essence, c'est la même technologie. Est-ce qu'elle a évolué par rapport au Z1, ou est-ce que globalement c'est la technologie laser JVC, laser Pro, et c'est quelque chose qui continue, et donc quelque chose d'éprouvé dans le temps, depuis le temps que c'est utilisé? Ouais, sur le concept de la technologie, non, ça reste quand même, la base est la même, c'est-à-dire un laser bleu en fait, qui est généré, en fait. Donc sur le principe même, en fait, pour l'instant, ça reste le même. Et ensuite, sur le résultat, en fait, on a vraiment
une amélioration, mais le résultat, il n'est pas simplement dû au laser, en fait, il est dû à tout ce qu'il y a en fait autour. Oui, Dans la- c'est ce qu'il y a en une plus, globalité, c'est voilà, un ensemble. tout à fait, ouais, Oui. tout à fait. Donc, Notamment l'élément au phosphore, si je dis pas de bêtises, sur le Z1 il est statique et sur les nouvelles gammes il est annoncé comme étant sur une roue. C'est une roue au phosphore. Alors j'ai pas la confirmation, je pourrais vérifier, j'ai pas la confirmation. Mais En fait, j'avais vu ça sur la vidéo que JVC avait publié il y a le petit teaser sur le teaser, oui, qui dure une trentaine de secondes où vous voyez le principe, je dirais, du laser et de la roue phosphorescente qui est elle est pas elle est réflective d'ailleurs, je crois, dans le teaser. Je crois, j'ai pas le. Je D'accord. Revérifier, mais par rapport au. Du coup, Xavier, c'est immanquable que l'on ait rapidement la vidéo complète et non pas simplement tout à fait, le teaser. Elle arrive aujourd'hui. Et on la mettra dans le contexte de la news HCFR, puisque ça fait directement partie de l'ensemble. Tout à fait. Donc ça, c'est pour le. J'ai une question sur la source laser. Sur les 3 modèles laser, c'est le même bloc de laser ou ils sont plus ou moins puissants? Il y a une différence de luminosité. Ouais. Non, mais est-ce que c'est les blocs c'est les mêmes ou c'est des blocs diodes, différents? Donc, pour moi, ils sont différents. D'accord. Non, je dis ça parce que par exemple, avant sur les lampes, c'était la même lampe pour les 3 gammes. Et finalement, ils étaient annoncés avec des luminosités différentes également. Je pourrais vérifier pour être certain, mais c'est une information intéressante. Et puis au final, on se rend compte que ils étaient tous à la même luminosité. Ouais. C'est vrai. Moi j'ai tendance à parier que c'est la même puissance. Qui est hybride, un traitement différencié. Optimisé, on va dire ça comme ça. Gérald, quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense aussi dans le sens où on voit au final, j'ai un peu triché parce que j'ai vu les news américaines tout à l'heure, donc disqualifié. Je suis disqualifié. Allez, dis-nous qu'est-ce qu'ils disent, Eric. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le modèle le plus haut de gamme, l'optique est différente. Ça fait et au final, entre le NZ7, le NZ8 et le NZ9, il y a des technologies différentes déjà au niveau de l'optique. Même entre un NZ7 et un NZ8, parce que je crois que le NZ7 n'est pas équipé alors je me souviens plus du terme. Le ultra high contrast. Voilà, exactement. Alors que le NZ8 l'est. Alors peut-être que déjà rien que cette différence technologique entre les optiques pourrait éventuellement expliquer les différences de lumen sans sortir. Alors c'est pas vrai sur le NX9, mais je sais, je sais. Mais après, c'est peut-être aussi je pense que quand JVC ou un autre constructeur annonce une luminosité, il faut que le projecteur soit positionné dans certaines conditions pour arriver à cette luminosité, peut-être. Après, c'est des mesures en fait standardisées donc, dans un certain contexte. Personnellement, ce qui m'a étonné, c'est le delta de contraste 40 et 80 pour 1 en natif entre le N7 et le N8 et le delta de luminosité 2002-2005. Tout ça théoriquement pour la même optique. Donc, quelque part, effectivement, il doit y avoir quelque chose de spécifique. Alors, effectivement, N7, N8, il y a une différence de filtre. Enfin bon, on va pas déflorer la présentation de Xavier. Donc, pardon, Xavier. Xavier. Après, on va laisser continuer par les descriptifs produits, comme ça on pourra reparler des différences entre produits. Voilà, donc le laser, point clé, donc contraste natif élevé, contraste dynamique plus élevé avec le laser. Et l'autre point, donc c'est le HDR.
Donc, Juste 30 secondes, Xavier, est-ce qu'on peut revenir? Pourquoi est-ce qu'on parle de contraste dynamique infini? On parle de contraste dynamique infini puisque en fait, la lumière laser peut être complètement tout à fait. éteinte Elle peut être et du éteinte. coup, donc par définition, comme il n'y a plus d'émission de lumière, par définition, il y a C'est le noir total. c'est le noir D'accord. total, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Donc, oui, c'est un des points que la technologie laser permet. HDR, donc le troisième point, donc le troisième pilier de la gamme qui est un des plus importants. Donc depuis plusieurs années, JVC essaie de vraiment d'être en avance et vraiment de mettre tous ses efforts pour avoir le meilleur rendu HDR. Vous faites plus qu'essayer. Hein. Ouais, on a réussi. On a beaucoup travaillé dessus. On avait commencé par le auto-tone mapping et ensuite on avait eu le frame adapt HDR et le theater optimizer qui permettaient vraiment d'avoir un HDR sur mesure par rapport à la source qui est lue. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc cette année, la nouveauté, c'est qu'en plus, on a toujours le frame adapt HDR qui est vraiment un de nos points forts. Et on rajoute du coup cette année la compatibilité avec le HDR 10+. Donc on est parmi les premiers vidéoprojecteurs à avoir cette compatibilité HDR 10+. Donc le HDR 10+, juste pour rappel, donc ça intègre les métadonnées sur chaque scène en fait, sur les films. Donc c'est un HDR dynamique, mais qui est moins précis quand même que le frame adapt HDR, puisque sur le frame adapt HDR et la technologie exclusive de JVC, on peut avoir un HDR dynamique qui peut être image par image, donc c'est encore plus précis, mais on a également qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, on peut, grâce à cette nouvelle gamme, en fait, sur les 3 modèles, avoir ce HDR 10+, cette compatibilité HDR 10+. Donc on en parle beaucoup parce que les télés, il y a beaucoup de télés qui sont compatibles, mais il y a quand même des films. En fait, on pourrait dire que le HDR 10+, je vais être un petit peu méchant, mais c'est la technologie HDR mornée de Samsung, co-développée avec Panasonic et qui aujourd'hui est vraiment a une implémentation négligeable et qui est la technologie donc, qui est positionnée en réaction par rapport au Dolby Vision, qui effectivement est un très, très bon résultat. Ceci dit, entre le Dolby Vision et le Frame Adapt, en termes de résultats effectifs, une fois qu'on a goûté le Frame Adapt HDR de JVC, est-ce que le Dolby Vision a autant d'impact? Ma réponse personnelle en tant qu'utilisateur, c'est non. Voilà. Ouais, donc, ce n'est pas trop gênant de ne pas avoir la compatibilité Dolby Vision, sachant que le frame adapt, il est plus adapté au projecteur. Oui, bien sûr. Ça a été conçu vraiment pour les projecteurs. Sachant que si effectivement JVC avait obtenu la compatibilité certification Dolby Vision, on peut raisonnablement penser que les prix auraient été augmentés de quelques centaines d'euros, ne serait-ce que pour la licence. Donc voilà. Bref, il faut être réaliste. Tout à fait. Donc ce point donc, nouveau, HDR 10+, et toujours donc pour nos projecteurs JVC, en plus du frame adapt HDR, le theater optimizer, qui permet en fait de régler sur le projecteur, régler en fonction de l'environnement de projection en fait, pour avoir une image vraiment idéale par rapport à où on projette. Et on aura aussi toujours la possibilité d'auto-calibrer nos projecteurs avec notre logiciel JVC qui sortira pour avoir le projecteur parfaitement calibré. Ce sera une nouvelle version d'AutoCal. À chaque fois, il est nouveau. À chaque fois, c'est un nouveau logiciel qui sort. Là, il n'est pas encore disponible, mais il va sortir avec les... Et je vais poser malgré tout la question qui tue. Est-ce qu'il y aura une évolution sur les Spider? Est-ce qu'on ira au-delà de la Spider 10 Pour
l'instant, je n'ai pas encore. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit. Je ne pense pas que On Tu va pourras rester sur essayer En de tout cas, j'ai voir, rien vu dessus. Xavier, s'il te plaît. Ouais, j'ai rien vu dessus, donc je vais me renseigner, mais pour l'instant, Donc, on va rester sur la Spider 10 et sur la X-Rite, X-Rite Pro 2. Ouais, c'était ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça serait bien d'implémenter la X-Rite 10P Pro 3 qui n'est pas trop chère. Mhm. Et pourquoi pas la Kling K10A également, qui sont des sondes un peu plus confidentielles. Ouais, je demanderai. Donc voilà, on a vu un petit peu les points clés en fait globalement sur la nouvelle gamme. Après, ce qu'on peut voir, c'est les caractéristiques techniques produit par produit. Donc, en commençant par le produit haut de gamme qui va être le DLA NZ9. Voilà, donc ce produit, en point clé, c'est le produit qui aura le maximum de caractéristiques techniques. C'est un produit qui en fait, c'est le vrai, quand on regarde, c'est le vrai remplaçant du DLA Z1. D'accord. Oui, sauf que en prix public, puisque tu ne l'as pas dit, donc voilà. aujourd'hui, le NZ9, c'est combien? Il sera prix public à 25 000. Enfin, 24 999. 25K, alors que le alors Z1. Que le Z1, il était 10 000 euros plus cher, il était à 35 000. Exactement. Et donc, c'est vraiment, c'est l'évolution assez vraiment incroyable, puisque, donc, juste pour dire ce qu'il aura, 8K à l'entrée, 8K 60p, 4K 120p, avec le 8K Shift X, donc les matrices 4K natives. L'optique qui a été améliorée, puisque là on est sur l'optique ultra high contrast en fait, donc elle a été encore améliorée, Blue Essence Laser. Voilà, on arrive aussi à 3000 lumens, mais en plus par rapport au Z1, on a le HDR Frame Adapt qui n'existait pas en fait au moment où le Z1, DLA Z1 était sorti. On a un contraste natif de 100 000 pour 1 et contraste dynamique infini et DCI, une couverture DCI dans l'espace de couleur et la certification ISF. Donc on est vraiment sur un produit vraiment premium et vraiment avec les dernières technologies. Vraiment un magnifique produit. Ce qu'on peut dire d'autre, le lens shift, comme pour le Z1, vertical 100%, horizontal 43%, 3000 lumens, voilà, donc qui permet vraiment de projeter même sur des très très grands écrans avec ce produit, le DLA NZ9, donc le haut de gamme, le nouveau produit haut de gamme de la gamme JVC. On a une idée de la couverture du REC 2020, Xavier, ou pas? Non, je l'ai pas pour l'instant, je ne l'ai pas dans les spécifications. Ensuite, je pourrais demander. Généralement, ce qui se passe aussi, c'est qu'avant que les produits sortent, on n'a pas forcément toujours les mesures définitives. Il y a encore des petites pour avoir la mesure officielle. Aujourd'hui, j'ai marqué full coverage, mais j'ai pas le. Sur le BT2020, j'ai pas. Non, j'ai pas le. Ouais, sur le BT2020, j'ai pas. J'ai juste. Après, c'est pas tellement une problématique parce que dans le BT2020, qui est un grand conteneur, les diffuseurs sont pas capables d'y aller à ce BT2020. Et donc, on a dans les films en natif, c'est du P3. C'est le P3 qui est contenu. Et donc, même la gamme actuelle, elle est capable de couvrir quasiment 100% du P3 avec le sur les P3, oui. Donc, j'ai aucune crainte sur le reste. Sachant que, regarde, Cyril, White Color DCI Cover, donc théoriquement, il a un P3, P3 à quasiment 100%. Oui, 100%, c'est ce qu'ils mettent. Ensuite, sur BT2020, parfois, c'est vrai qu'on nous demande souvent la couverture. Là, je ne l'ai pas encore, je pense qu'on aura la sortie. Donc, le DLA NZ9. Ensuite, on va redescendre en gamme et on arrive au DLA NZ8. Donc c'est un produit qui va être un petit peu en dessous du DLA NZ9 et donc qui sera positionné à 14 999 €. Donc c'est un petit peu moins que le NX9. Mais on a un produit aussi très complet, donc un point clé, donc il a aussi le 8K Shift X. Il a une optique qui
cependant un peu plus petite, donc 65 mm, optique entièrement verte, 65 mm, donc qui est un peu plus petite que le NZ9. Il a la source laser Fluorescent et en luminosité, il arrive à 2500 lumens. Donc, il y a une différence. En contraste natif, on sera sur du 80 000 pour 1. Et donc, on a une petite différence quand même par rapport au NZ9, mais on reste sur un produit donc, quand même assez premium, qui est vraiment très, très complet. Donc, il sera aussi en taille un petit peu plus petit, quelques centimètres en moins, quand même un petit peu plus petit que le NZ9. On est sur le même châssis que l'ancienne gamme ou on est sur un châssis Alors, il est très ressemblant, il y a quelques centimètres de différence. Il y a quelques centimètres en plus, en fait, en profondeur par rapport à l'ancienne gamme. Quand on les voit, en fait, on ne remarque pas. C'est vraiment très proche de l'ancienne gamme. Donc, voilà pour le NZ8. Et ensuite, on redescend un petit peu dans la gamme et on arrive à une nouvelle entrée de gamme en produit laser 4K 8K shift, donc là avec le NZ7. Donc le NZ7, c'est un produit qui va être vraiment très important pour nous, parce que ça va être notre premier produit laser dans la gamme en fait. Et c'est un produit qui va quand même être assez très compétitif en fait, puisqu'on arrive à être lancé au prix de 9 999, donc à 10 000 €. Et à 10 000 €, on aura la source laser, un produit 4K natif avec le 8K shift. Donc la différence des autres produits, là c'est du 8K shift, donc c'est la version standard, on va dire, du 8K, mais on a quand même la source laser avec 2200 lumens. Et en fait toutes les améliorations que l'on avait, donc frame adapt HDR et la compatibilité HDR10+, et un contraste, du coup, une différence quand même de contraste natif qui est à 40 000 points. Et ça nous permet d'avoir un produit laser 4K et 8K shift juste en dessous de 10 000 €. Donc c'est vraiment... Ce modèle a également les nouvelles matrices ou... Oui, les nouvelles matrices sont sur les trois générations et sur les trois produits. Celui-là ne bénéficie pas du DCI Cover. Alors, celui-là n'a pas le filtre cinéma, donc il a un espace couleur qui est un petit peu, qui sera moindre. Donc, j'ai pas le chiffre exact, mais il a une gamme de couleurs plus faible. Mais, et il n'a pas le fameux traitement ultra contraste. Voilà, ultra, Voilà. Aussi, il n'a pas, donc l'optique l'optique du coup est un petit peu en dessous de. En fait, l'optique du NZ7 correspond à l'optique actuelle des N7 et N5. C'est ça le. Alors, je ne sais pas si c'est exact. Je sais pas exactement si c'est la même. Enfin, le diamètre c'est le même, mais elle n'a pas l'amélioration. D'accord. Ouais, en tout cas, elle n'a pas l'amélioration qui est sur. En fait, sur en termes de contraste, on est à peu près sur ce NZ7, il correspond à peu près à un N5 en termes de contraste. Hein. Pour revenir sur un N7, un contraste de N7, il faut monter au NZ8. Ouais, mais du coup, il est plus lumineux. Il a une luminosité. Il y a une gestion dynamique du contraste quand même, celui-là. Quand même que n'a pas le N7 actuel. Enfin, du moins, le contraste dynamique, il est comme le laser peut s'éteindre, c'est quand même une évolution par rapport au N7 actuel. Ouais. Et quand on regarde déjà, j'ai pu voir rapidement le NZ7 en fait, et la première impression qu'on a vraiment, c'est la luminosité. On voit qu'il y a vraiment une luminosité forte si on compare par rapport au N7. En fait, tu as pu le voir, Xavier, directement? Alors, j'ai pu le voir, mais le sample part déjà sur notre filiale. Pour l'instant, ce n'est pas notre sample définitif, c'est un sample qui tourne entre filiales. Et j'ai vu que celui-là. Pour l'instant, j'ai vu que le NZ7, sachant que bon, c'était même pas, c'est une version qui va être encore mise à jour par un firmware, mais j'ai vu un sample. Donc, pour l'instant, il n'est pas prêtable. Je vous dirai quand. D'accord. Et ton impression, le ressenti. Ton impression. J'ai été très agréablement surpris par la puissance lumineuse en fait, la précision aussi. Je trouvais que c'était vraiment
vraiment une image assez vraiment très, très claire, très précise. Et surtout, sur le laser aussi, j'ai trouvé que c'était très silencieux. Je ne pensais pas que ça allait être... Ouais, on voilà, ne perçoit pas le laser. c'était ma question. C'est Mm. en termes de bruit, comment se fait la gestion? Est-ce que en fait c'est un peu comme les ventilateurs Sony, puisqu'il faut le dire de cette façon-là. Est-ce que c'est un pitch variable? C'est un asservissement. Voilà, ou est-ce que c'est beaucoup plus neutre avec quelque chose de relativement faible? Et dans ce contexte où tu l'as vu, c'était chez vous sur le 4 mètres de base? Ouais, c'était sur notre showroom en fait. Oui, Alors je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'on n'entendait pas en fait. Sur la spec qu'on a, c'est du 24 décibels. Donc c'est similaire à notre ancienne gamme à lampe et c'est vraiment assez très silencieux, hein, vraiment. On ne ressent pas, enfin, l'impression, on n'entend vraiment pas, vraiment très silencieux, ça m'a marqué. Ensuite, ouais, sur la puissance lumineuse, je trouvais que c'était assez très, très précis également. Ensuite, En termes de le ressenti que tu as eu, Xavier, sur, je dirais, le rendu des couleurs, si on compare le NZ7 en comparaison de la gamme actuelle, c'est-à-dire les N7, les N5, c'est quoi ton ressenti? alors, je l'ai pas eu beaucoup de temps, on n'a pas pu faire de mesures, mais je trouvais que c'était, non, je trouvais qu'il était vraiment bien. On n'a pas non plus, enfin, quand je l'ai regardé, il n'avait pas non plus encore été calibré, mais j'ai ressenti que c'était vraiment très, très, très bon en couleur. Enfin, déjà très équilibré, très bon, c'était vraiment bien au-dessus du Surtout que sur les D'accord. NZ7 et NZ9, je suppose que les puissances annoncées lumineuses sont filtres de couleur non engagés. Parce que quand on engage le filtre de couleur, on va perdre à peu près 10%. Ce que je veux dire par là, c'est que ce NZ7 ne doit pas être si loin en luminosité d'un NZ9 qui aurait le filtre de couleur engagé. D'accord. On verra. Ouais, alors on n'a pas pu, du coup, je l'ai eu un certain temps, je n'ai pas pu faire des mesures. En fait, il y a d'autres personnes aussi qui devaient le tester et on devait le faire partir. Donc, ensuite, on en aura un autre. Donc là, on pourra vraiment regarder plus attentivement. Mais tu sais franchement, que l'impression était vraiment très, très bonne. à nouveau, on lève la main pour avoir un des premiers. Enfin bon, ce n'est pas la peine que je te dise à nouveau, mais bon. Tu penses que le premier qui devrait arriver, c'est le 8 ou le 9? Plutôt en sample. Oui, le Je ne sais NZ8 pas. ou Entre les deux, le. je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la sortie de ces produits normalement est prévue en octobre, donc ça va arriver très C'est rapidement. assez rapide. J'espère que les samples, je pense que les samples vont arriver aussi assez rapidement. Octobre, ouais, c'est dans à peine un mois. Donc les produits sont prêts. Vraiment, Parce que là, parmi les participants, il y a au moins deux voire 3 personnes qui sont sur les starting blocks pour le tester. Pour ne pas en parler d'autres qui sont pas là aujourd'hui. Je note. Alors, donc, oui. Ça va faire beaucoup de samples, tout ça. Oui, ça fait beaucoup de samples. On a un nombre limité de samples. Donc, il faudra se le partager. Voilà, donc là. Oui, pardon, vas-y. Juste pour montrer du coup. Et ensuite, ce qui continue, c'est notre DLA N5 qui continue en fait. Il continue tel qu'il est. Sur celui-là, il n'y a pas de modification. Il n'y a pas d'évolution sur celui-là en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution. D'accord. On n'a pas d'autres. J'ai une petite question. Oui. Je vois là sur le slide, sur le N5, là, il est disponible en 2 couleurs. Et bon, enfin moi, personnellement, je projette en pièces de vie. Donc à l'heure actuelle, j'ai un vieux JVC X500 blanc. Et sur la gamme laser, il y a des je dirais des projecteurs blancs de prévus en couleur blanche. Non. Ensuite, sur la gamme laser, il n'y en a pas de. C'est vrai que non, aujourd'hui, il n'y en a pas de prévu en blanc. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, les produits à ce niveau de prix-là sont dans des salles dédiées. Bien sûr. C'est pas seulement pour ça, mais aujourd'hui, on n'a pas. Sur la nouvelle gamme, ils sont uniquement en noir. Donc là, c'est le N5 voilà, qui continue. Et donc là, c'est juste le petit récapitulatif avec les produits. Avec donc le Z, vous l'aurez compris, laser, Z comme laser.
pour distinguer en fait les nouveaux produits laser, donc dès la NZ7, NZ8, NZ9 et le N5. Il continue dans notre gamme. Voilà, donc là c'était un premier aperçu. Juste pour repositionner donc le N5, il n'y aura pas d'augmentation de prix, il sera au tarif actuel, c'est aux environs de 6K. Ouais, 5 999. D'accord, donc ouais, 6K. Oui, il continue sur ce prix. Donc, il sera bien remplacé un jour, on n'a pas encore de, on ne sait pas encore quand, on n'a pas encore de date, mais pour l'instant, ça reste un produit qui est vraiment toujours bien positionné et toujours un très bon produit. Donc, si on se réfère par rapport à cette slide, en termes de prix, donc, on a un premier prix aux environs de 6K, Voilà. Un second produit, le NZ7, donc 10K, Voilà. le NZ8, 15K, Mhm. et le NZ9, 25K. Ouais, voilà, c'est ça. Et avec ça, on a une gamme qui est un peu plus étoffée que celle qu'on avait. Je trouve qu'au niveau de la surface de la gamme, y compris au niveau du traitement tarifaire, je trouve que c'est vraiment pas mal positionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais développer comme ça, c'est pas mal du tout. Gérald, puisque tu es le premier sur le... Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que cette nouvelle gamme, enfin, par exemple, technologiquement, je pense qu'il y aura une différence enfin, il y a plus de différence actuelle, enfin, sur cette nouvelle gamme, par exemple, entre un NZ8 et un NZ7. Du moins, c'est l'impression que ça me donne qu'il pourrait y avoir aujourd'hui entre le N7 et le N9, peut-être en rendu image. Alors, c'est une impression, c'est l'impression que ça me donne, je dirais, à la lecture de ce slide. Et c'est vrai que la gamme, je trouve qu'elle est assez bien. Comment je pourrais dire ça, tarifairement, je pense qu'elle est positionnée en fonction, comment je pourrais dire ça, des différences de rendu qu'on peut avoir, que l'utilisateur peut avoir. Enfin, du moins, c'est l'impression que ça me laisse. Après, bon, il faudrait tester pour confirmer tout ça. Mais c'est sûr, moi, personnellement, je suis assez impatient de découvrir tout ça. Et c'est vrai quand on regarde la gamme actuelle, la gamme N, qui est sortie quand même il y a déjà 3 ans, la sensation que j'ai également, c'est que JVC avait un peu changé son fusil d'épaule en comparaison de la gamme X, dans le sens où historiquement sur la gamme X, on avait une nouvelle gamme qui sortait tous les ans et demi, alors que la gamme N5, elle est restée, comme tu l'avais souligné, Hugo, lors d'une précédente conversation, 3 ans. Et il y a eu des mises à jour firmware, et justement, c'est une question que je voudrais poser à Xavier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de JVC, on va rester un peu sur ce qu'on a vu sur la gamme N, c'est-à-dire garder des cycles de produits peut-être un peu plus longs que ce qui se faisait auparavant sur la gamme X, et éventuellement faire évoluer des firmware au fil du temps. C'est une volonté de JVC. Oui, aujourd'hui, c'est déjà sur la gamme N, oui, ça a été le cas. Pourquoi? Parce que tout ce qui aujourd'hui, à partir de la gamme N, on a eu beaucoup plus d'électronique dans nos produits et de mémoire qui nous permettait en fait de pouvoir faire des mises à jour firmware qu'on n'aurait pas pu faire auparavant, techniquement. Ensuite, du point de vue utilisateur-consommateur, c'est vrai que c'est beaucoup plus quand on a un produit et au bout d'un an, il y a un nouveau produit qui sort et qui rend le son obsolète, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc, tout ce qui peut être fait, mis à jour en firmware, sera fait. Donc, c'est une des volontés. Ensuite, il y a aussi d'autres raisons. C'est vrai que c'est plus simple aussi au niveau, commercial pour les composants. Aujourd'hui, les composants électroniques sont de plus en plus compliqués à trouver. C'est vrai que c'est plus simple d'essayer de garder déjà une base et d'avoir une base similaire sur un produit et de ne pas changer tous les ans. Donc, pour l'instant, on s'oriente plutôt vers des produits qu'on essaie de faire évoluer tant que faire se peut, et de pouvoir les garder en gamme un peu plus longtemps. C'est un peu
c'est un peu le nouveau cheval de bataille. Et ensuite, c'est vrai que pour en revenir à la construction de la gamme, c'est vrai que par rapport à l'an dernier, aux 2 ou 3 années précédentes, c'est vrai que l'avantage là maintenant, c'est quand dans la montée en gamme, on n'a plus l'écart qu'on avait avant entre le N7 et le NX9. Vraiment, là, maintenant, c'est beaucoup plus C'est plus étagé, en fait. graduel. C'est plus étagé, exactement. Alors qu'avant, Le terme une est ça. personne qui avait un budget entre le N7 et le NX9, elle regardait nos projecteurs, le NX9 il était trop cher, le N7 il était bien, mais elle avait un peu plus de budget. C'était un peu. Bon. Aujourd'hui, on peut arriver et dire il faut vraiment donner plus de choix à ce niveau-là. Et, Xavier, je voudrais rebondir sur une autre question. Enfin, tu as un peu évoqué, c'est-à-dire que pour des simplicités, je dirais, de production, l'idée c'est d'arriver à harmoniser les composants qui peuvent constituer un vidéoprojecteur. Et en ce moment, par exemple, on sait que sur les marchés des semi-conducteurs en général, il y a une tension. Et je dirais aujourd'hui, comment JVC traverse, je dirais, cette crise du semi-conducteur. Et est-ce qu'éventuellement, on pourrait être amené à avoir des problématiques de pénurie ou ce genre de choses qu'on peut voir Alors aujourd'hui, on est vraiment en flux tendu, mais c'est un peu comme la plupart des autres constructeurs. Parce que chez JVC, on maîtrise quand même toute la chaîne de production, mais évidemment sur les composants même, sur certains composants électroniques, évidemment, on est obligé toujours de les acheter. Donc ouais, il y a toujours des tensions. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on est impacté comme les autres, comme nos comme autres beaucoup d'acteurs, concurrents oui. ou collègues. C'est vraiment une question qui est très difficile à répondre, puisque ça peut changer assez vite. C'est très difficile de dire, mais aujourd'hui, oui, on est également impacté comme les autres. Donc on fonctionne vraiment sur des approvisionnements en flux tendu. Donc c'est une période qu'on espère C'est pour ça que passer. c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu as dit, c'est la disponibilité octobre-novembre. Ça veut dire que vous avez anticipé un certain nombre de choses et je vais, si tu me permets, je vais reformuler ce que tu as dit tout à l'heure. En reformuler le non-dit par rapport à la question de Gérald, la pérennité, enfin la durée de vie de la série N par rapport à la NZ9, indirectement, est-ce qu'on peut s'attendre en fait à une durée de vie similaire ou pour ne pas dire identique, c'est-à-dire quelque part positionner quelque chose sur au minimum 2 voire 3 ans, ce qui en termes d'amortissement pour un achat de ce style et pour une telle qualité peut être vraiment très, très intéressant. Ouais, oui, ensuite, bon, j'ai pas le Bien sûr, précis de ce qui va arriver, il n'y a mais pas de boule de cristal. la tendance est plutôt dans ce sens-là. Ouais, tout à fait. Ensuite, il y a juste parfois, techniquement, quand il y a une amélioration qui arrive, parfois il y a des changements hardware qui sont nécessaires, mais dans ces cas-là, on est obligé de changer le modèle, mais tout ce qui peut se faire électroniquement sera rajouté de façon sous forme de firmware. Je vais poser une autre question qui fâche. Tout le monde se souvient des débuts de la série N, des débuts qui ont été un petit peu chaotiques. Hein. Est-ce que certaines précautions ont été prises? Enfin, j'espère. Est-ce qu'on peut le dire de cette façon-là? Oui, enfin, alors, on a par rapport à l'approvisionnement, en fait, par rapport Non, par rapport aux soucis techniques qu'il y a eu. Alors, oui, ensuite. Bien sûr, personne n'est à l'abri. Bien sûr. Ouais, je croise les doigts, en fait. Mais bon, a priori, sur le sample qu'on a testé, il n'y avait pas de problème. Ensuite, pour la partie technique, on ne peut jamais savoir. On espère que tout se passera correctement, mais aujourd'hui, il n'y a rien
Bien sûr. La série N, c'était vraiment c'était une grande évolution également, puisqu'on passait au 4K natif. Ouais, c'est vrai que c'était. En fait, ma question a été un peu téléphonée pour te demander d'avoir un exemplaire le plus vite possible, de telle façon à ce qu'on Pour le puisse tester dans tous tout les de suite sens, vérifier c'est une bonne idée. Ouais. en temps réel. C'est une très bonne idée. Ouais. C'est de bonne guerre. C'est noté de toute façon. Cyril, tu voulais dire quelque Ouais, chose? dans cet esprit, la gamme actuelle est garantie 2 ans. Est-ce qu'on peut, vu le positionnement tarifaire assez élevé, les gens peuvent être un peu frileux sur une garantie de 2 ans. Est-ce qu'on peut espérer une extension de garantie chez JVC ou est-ce qu'il faudra toujours se débrouiller avec une solution annexe? C'est une question que j'allais poser. Ouais, c'est un point qui est encore en suspens, mais ça dépendra peut-être des modèles. En fait, on est en train d'étudier pour voir si. Donc pour l'instant, l'annonce sera peut-être annoncé peut-être sur le modèle supérieur. On est en train d'étudier, on ne sait pas. Disons que la personne qui va acheter un Z9 à 25 000 €, elle va se dire, mince, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans et demi si jamais j'ai pas de bol et qu'il y a la carte électronique qui flanche. Oui, tout à fait. Ouais. Ça se pose surtout sur le modèle haut de gamme. Alors, je connais pas trop les politiques de garantie aux États-Unis, mais par exemple, tout à l'heure, j'ai vu sur le site internet de JVC USA que la gamme laser était garantie 3 ans. Oui, ils peuvent avoir des. Oui, après, ils peuvent avoir en France, il y a peut-être des différences. Nous, en général, c'est 2 ans. D'accord. Mais aux États-Unis, je sais qu'ils font 3 ans. C'est vrai que la question elle est intéressante parce que j'en avais discuté avec Hugo hier. C'est une demande, enfin, c'est une inquiétude. Je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais c'est une demande que j'ai vue sur des topics où des gens éventuellement seraient peut-être prêts à acheter. Ils sont équipés actuellement d'un projecteur Sony pour pas nommer laser, et ils seraient peut-être prêts à acheter. Avec le Prime. Voilà, il serait peut-être prêt à acheter un JVC, mais en fait, le point de la garantie de 2 ans, pour eux, alors c'est peut-être que psychologique, hein, mais toujours est-il que c'est un frein. Je passe l'information parce que c'est important. Nous, comme je dirais, on s'occupe. On est utilisateur. On est utilisateur et on représente une communauté. C'est important aussi de remonter ça, je pense, et puis, Xavier. Qui mieux que Xavier peut comprendre ce style de préoccupation? Oui, je comprends bien. Ouais. Tout à fait. Enfin, on peut dire qu'en ce qui concerne l'association des membres, donc on est un peu moins d'1 millier aujourd'hui, mais d'une façon générale, si tu veux, une grosse préoccupation pour les membres et tous les utilisateurs, quelque part, c'est vraiment cette notion de garantie. Alors c'est vrai que il y a quelques années, Nico, c'était sur le 7005, quand il y a eu la mise à jour 7005, 7009. C'était le MPC, oui. Ouais, tout à fait. 7005. Ouais. Et je pense que, si tu veux, avec des produits aussi pérennes que des produits laser, je pense une garantie alignée sur les États-Unis, une garantie laser de 3 ans, même en termes de gestion de risque, on est un certain nombre ici à comprendre ce qu'est la gestion du risque dans le cadre de la garantie, mais la prise de risque dans un contexte laser, à mon avis, elle est relativement faible et elle militerait pour une extension. Et là, du coup, ce serait un selling point vraiment spécifique qui pourrait être vraiment d'autant plus intéressant. D'autant plus que Cyril peut nous faire part de son expérience personnelle avec une autre marque éventuellement, non? Tu veux t'exprimer là-dessus? Non, ça va heurter les sensibilités. D'accord. Mais ce que je peux dire sur le JVC, moi j'ai eu un JVC 7005 et effectivement, il y avait des problèmes de banding et JVC avait assuré le remplacement des pièces gratuitement, hors frais d'envoi, bien sûr, pour avoir les nouvelles pièces et puis régler ce problème. Donc, je pense qu'on peut leur faire confiance si jamais. Disons qu'avant, ça nécessitait obligatoirement de renvoyer le vidéoprojecteur, je crois, parce que sur la gamme X,
Je crois qu'on ne pouvait pas vraiment flasher tous les firmware en interne du projecteur, et c'est pour ça que ça nécessitait un retour en SAV. Et je sais, bon, moi j'utilise toujours un X500, j'en suis toujours content, mais justement, c'est un projecteur qui a aussi ce bug de MPC. Mais bon, moi personnellement, j'aime bien mettre le MPC en mode bas, et bon, je dirais, je fais avec le bug de vertical banding, mais bon, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. C'est bien que tu aies mentionné ça, Gérald, parce qu'on ne l'a pas dit de façon aussi claire. Comment dire, la série N, la mise à jour est possible par le contexte USB. Tu confirmes, Xavier, que pour les N, NZ, NZ7, NZ8, NZ9, on continue sur la. Oui, et sur toujours la USB. Oui, pour D'accord, les mises à c'est jour toujours firmware. possible Oui, par oui, mise à jour en firmware. oui, tout à fait. Ok. Cyril, tu voulais dire autre chose éventuellement? Oui, donc la présence du N5, ça veut dire que bon, je pense que JVC ne va pas totalement laisser tomber les anciennes séries. Il va continuer à les faire progresser, certainement. Vous avez des infos à ce niveau? On n'a pas d'infos, mais oui, non, l'objectif, c'est un produit intégrant la gamme. Et l'objectif, c'est aussi de le remplacer à un moment ou à un autre, pas tout de suite, mais oui, la gamme commencera toujours par le N5. Ouais. En fait, la préoccupation de Cyril, c'était est-ce que la gamme N précédente, donc les N5, N7 et NX9, est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps comme précédemment par mise à jour firmware? D'accord. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore de. Je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'il est possible ou pas de rajouter aujourd'hui. Je n'ai pas, puisque. On sait aujourd'hui, parce que forcément sur cette nouvelle gamme laser, on a vu tout à l'heure, il y a de l'HDMI en 48 Go, donc forcément, je dirais, ce que j'appellerais la carte mère du vidéoprojecteur a évolué sur la gamme NZ en comparaison de la gamme N qui, elle, est limitée à 18 Go. Ouais. Et au-delà, je dirais, de l'aspect vitesse sur les ports HDMI, est-ce qu'on sait si la puissance de traitement en interne de ces cartes mères sur la gamme NZ, sur les trois vidéoprojecteurs laser, si on a plus de puissance de traitement? Alors j'imagine que oui, étant donné qu'on a du 8K, donc j'imagine qu'il y a de l'upscale 8K, ça nécessite de la ressource de calcul, surtout, en termes de calcul. Oui, le e-shift 8K et 8K e-shift X encore plus. Ouais, c'est les puces en fait 8K, les nouvelles puces 8K qui ont été vraiment conçues et exclusivement du coup pour ces produits, à rajouter sur ces produits, et qui ensuite, je n'ai pas d'autre chose pour décrire en fait l'amélioration de l'électronique, mais ouais, on a des nouvelles puces vraiment qui permettent de traiter très rapidement des gros flux d'images qu'on ne peut pas être traité par. Les puces LSI, si je me. Ouais. LSI. Et Xavier aussi, j'ai une petite question je suis en train de regarder ma liste en même temps que je la pose. Sur la gamme actuelle, sur la gamme N, les utilisateurs, en fait, on avait constaté qu'en injectant un signal 1080p, grosso modo, le vidéoprojecteur faisait un upscale 4K, mais en général, les utilisateurs, on avait tous constaté qu'il valait mieux faire l'upscale directement dans la platine Blu-ray, par exemple, pour avoir un meilleur rendu. Et typiquement, sur cette nouvelle gamme NZ, donc cette gamme laser, est-ce que tu sais s'il y a eu des améliorations d'upscale en injectant un signal 1080p dans le vidéoprojecteur? Le module d'upscaling en fait a été amélioré ensuite pour dire vrai, j'ai pas testé, on n'a pas encore testé, on n'a pas eu le temps de tester sur du Full HD pour voir si c'était amélioré, mais en tout cas le convertisseur normalement est amélioré, mais surtout sur les eShift X, sur les Bien sûr, modèles dessus. Donc ça faudrait tester. On n'a pas pu tout tester nous de notre côté, mais j'ai pas pu ce point-là. C'est vrai que c'est intéressant, mais on n'avait pas pu le tester. Ensuite, c'est vrai que ça dépend sur les formats 1080p. Les sources sont tellement différentes. Ça va aussi beaucoup varier en fonction des films, dans ce qu'on avait pu voir déjà sur nos produits. Le rendu, en fait, l'upscaling sur du Full HD dépendait vraiment beaucoup
beaucoup de la source. Parfois, De la c'était source. bien fait. Parfois, ça dépendra plus de la source que, le traitement ensuite améliore, mais ça dépend beaucoup de la source. Excuse-moi, Xavier, de revenir 30 secondes sur le N5. Donc, le N5 continue, mais ça veut dire qu'il continue avec le HDMI 2.0, donc 18 Oui. gigabits. Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de projecteur à lampe en entrée HDMI 48 gigabits, pour ne pas le nommer HDMI 2.1? C'est quelque chose qui est écarté ou c'est quelque chose qui n'intéresse pas JVC? Non, c'est pas écarté. Après, s'il y a un prochain modèle, non, aujourd'hui, c'est pas écarté. Ensuite, non, c'est pas quelque chose qui. D'accord. se Donc poursuivra, on peut je dire, ne sais pas, mais on peut ça dire en pourrait. fait que on peut dire que le N5 continue jusqu'à la prochaine étape. Voilà. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire, je ne sais pas quel sera S'il y aura quelque chose ou mais, pas. d'accord. mais il Et sera à quelle remplacé à un moment échéance? ou l'autre, je ne sais pas exactement, mais oui, il sera bien remplacé à un moment ou l'autre. Voilà, ensuite, Et j'ai aussi une petite question qui est, bon, qui est un peu en dehors de ça. Aujourd'hui, donc dans la technologie DILA, hein, des matrices DILA, donc ça fait 3 ans que JVC a arrêté la gamme X. Il n'y a pas de projet dans les cartons de faire des projecteurs DILA 1080p, mais plus en entrée de gamme, je dirais, sur des prix plus faibles, j'entends, comme peut faire la concurrence. Ouais. Aujourd'hui, non, mais on avait continué le DLA X7900 pendant. On l'avait recontinué Quelque pendant temps. un certain temps, ouais, Oui. à un prix un peu modifié. C'est vrai que ça avait très bien marché, mais ça avait très bien marché, en fait, on repositionné. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de. Ouais, on n'a pas de. Aujourd'hui, ouais, c'est pas C'est pas dans les les projets dans les immédiats. projets, d'accord. Ouais, c'est pas dans les projets immédiats. Ensuite, c'est vrai que la technologie DLA coûte très cher à réaliser. Tous les composants sont assez chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à descendre en dessous du prix du N5. Donc, c'est pour ça qu'on commence. Ensuite, faire un produit 1080p. D'ailleurs, c'est sans doute pas, ce qui explique je dirais aujourd'hui la différence de prix. C'est entre par exemple, le N5 qui va être affiché à 6 000 €, je crois, le logiciel, et le NZ7 qui va être par exemple à 10 000 €. Ouais. Bon, j'imagine dans les coûts de production, forcément, pour rebondir un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec les tensions sur le marché des semi-conducteurs, si l'élément, si ce que j'appelle la carte mère à l'intérieur du NZ7 est forcément plus évoluée que celle du N5, ça doit directement, enfin j'imagine, se répercuter sur le prix d'achat, tout simplement, et le prix de vente du vidéoprojecteur. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne retrouve pas cette nouvelle carte mère, je dirais, sur la gamme allant, parce que peut-être que justement en termes de coût de production, j'imagine que ça doit être un peu plus conséquent, et du moins pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est le Peut-être que cas. dans quelques années, ce sera plus le cas. Mais... Ensuite, on a d'autres produits qui ne sont pas DLA chez JVC, mais bon, c'est des produits, donc on a des produits DLP en entrée de gamme. On a ce qu'on appelle le LX NZ3, donc qui est un produit en entrée de gamme laser DLP. Et donc, c'est d'autres catégories de prix. Ouais. Entre le N5 et le NZ7, il reste encore quelques N7 certainement en stock. Plus beaucoup, parce que les produits, celui-là va disparaître. Donc, ça va devenir collector. J'avais bien vu. Il viendrait collector. Il y a beaucoup de demandes. Mais d'un autre côté, permettez-moi de revenir sur l'étagement. En fait, quand on regarde N5 6K, NZ7 10K, NZ8 15K, c'est un étagement qui est vraiment impressionnant. Même techniquement, je pense, en fait. Je pense c'est ce que je pense aussi. Je pense même entre le NZ7 et le NZ8, je suis un peu impatient d'ailleurs de découvrir tout ça, d'avoir les retours, parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de différences en termes de rendu, vu les specs, en fait. Comme par exemple, là, je vois la technologie ultra high contrast optique qui consiste à optimiser le chemin optique. Je me demande aussi dans quelle mesure cela pourra avoir
un impact, par exemple, sur le contraste en Z du vidéoprojecteur? Tu vois, c'est des questions que je me pose un peu. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. C'est vrai, hein, on est impatient un peu de découvrir tout ça. Évidemment. Ouais, le contraste en C a été Bon, bien Gérald, amélioré. merci pour ce qu'on a convenu hier de rajouter un coup auprès de Xavier. Xavier, j'ai une petite dernière question. Je pense à un membre du forum qui avait émis cette question-là. Et alors, c'est pas sur cette gamme-là, mais c'est plus pour l'avenir. Je pense à Jaco qui parlait en fait de d'autres technologies laser qu'on peut voir chez d'autres concurrents. C'est-à-dire qu'actuellement, sur la gamme actuelle, on a un laser bleu qui émet une lumière bleue qui vient. Cet élément est divisé en deux, on vient percuter un élément au phosphore pour créer les autres composantes. Il y a d'autres technologies comme avec différents lasers, c'est-à-dire qu'il y a certaines technologies avec deux lasers, certains avec trois lasers RGB. Aujourd'hui, est-ce que JVC, alors je suis bien conscient que c'est pas sur cette gamme-là, mais à l'avenir, est-ce que JVC travaille sur ce genre de technologie à ta connaissance? Et est-ce qu'un jour, c'est des choses qu'on peut espérer voir apparaître en fait? Oui, pour le moment, j'ai pas de cette information-là, mais ensuite, j'ai pas cette information-là. Ensuite, quand il y a 3 lasers, je crois que c'est une technologie qui est assez chère aussi. Si elle est, je connais pas. Si on veut atteindre si on nos produits, ensuite évidemment, il peut y avoir des lasers entrée de gamme, il y a tout. Mais... L'idée, c'est d'élargir le gamut en fait, des différentes couleurs émises et grosso modo en multipliant le nombre de lasers, si je dis pas de bêtises, on arrive à élargir le spectre au final de la couleur. Oui, tu peux avoir un BT2020 complet, mais si dans les médias que dans les médias tu as du P3 maximum, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est aussi une question que je me pose actuellement, c'est-à-dire que actuellement, donc sur les gammes actuelles qui utilisent des lampes à mercure, on sait que sur une lampe à mercure, physiquement, le spectre émis par une lampe, il va être beaucoup plus large, entre guillemets, que sur une technologie à monolaser. Et c'est pour ça que je serais curieux, je suis assez impatient de voir un peu quelle va être par exemple, la différence de rendu en termes de couleur. Tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai posé la question, Xavier, entre, par exemple, une gamme actuelle qui a un N5, un N7 et le NZ7, qui sera en fait la première version laser, mais sans le filtre DCI Cover. Et bon, après, faut tester, je pense. Ensuite, il faut mesurer aussi. Voilà, faut tester, faut mesurer. Nico, on ne t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, toi qui es utilisateur de NX9 et qui est directement concerné quasiment? C'est vrai. Moi, un peu surpris que le 2 points soit pas affiché. Un peu inquiet aussi, du coup. Sinon, le reste, je pense que tout a été dit. J'ai hâte aussi. J'espère aussi que la différence qui sont affichées là de caractéristiques, notamment sur la luminosité, ça soit vraiment respecté. Parce que ça ne l'était pas avant, clairement, sur les gammes à lampe. Oui, c'était la même lampe pour les 3 modèles. C'est ça. Et si après tout ça se vérifie, je vais acheter. Tiens, puisqu'on en est là, dans cette gamme, Nico, quelle serait ta préférence? Ma préférence, oui, je le sais. C'est le même que tout le monde. Oui, on veut tous le plus gros, c'est sûr. Tu sais, si on enlève le prix affiché, je pense que l'ordre c'est l'ordre chronologique. Maintenant, on verra. Moi, je pense que je pense que le NZ8, ça devrait être quand même quelque chose. Sur le papier, du moins, c'est vrai. En fait, avant cet événement, avant aujourd'hui, je pensais pas je m'attendais à moins de différence au final entre le NZ8 et le NZ7. Et je pense que les différences technologiques qu'il y a entre les deux, sur une bonne installation, c'est-à-dire que pas en pièce de vie comme chez moi, sur une salle complètement traitée avec l'écran qui va bien, je pense que ça devrait être quelque chose, ce NZ8 quand même. Et forcément, le NZ9, forcément. Forcément. Cyril, quelle serait ta préférence?
Disons que pour en restant en correspondance avec le N7, ça serait le NZ8, puisqu'il a à peu près les mêmes caractéristiques, sauf qu'on passe en laser et qu'il est plus lumineux. Ça serait plutôt sur un NZ8, parce que je me vois mal repartir sur un NZ7 en perdant un peu de contraste et sans le filtre de couleur. Ça fait pas gagner énormément de couleurs. On gagne, je ne sais plus, 7-8% de couleurs, mais bon, c'est quand même assez visible sur les HDR, sur les filtres, dans les dégradés de couleurs, etc. Oui, bien sûr. Olivier, toi qui n'as pas dit grand-chose parce que tu n'es pas forcément utilisateur de projecteurs, même si tu as récemment vu le 890 Sony chez Jeff Jacot. Comment tu perçois la gamme? Qu'est-ce qui, a priori, t'interpelle parmi ces nouveaux produits? Clairement, déjà, je trouve, mais comme les autres qui se sont déjà exprimés, une gamme extrêmement cohérente. Je suis un peu choqué par le prix du NZ9. Si jamais un jour je devais franchir le pas et passer à du projecteur chez moi, pièce de vie, et laisser tomber mes grands écrans OLED, dont je suis un fan absolu, le NZ8 me paraîtrait évident par rapport au 7. Parce que le gap de prix entre un 7 et un 8, vu ce qu'il est promis sur le papier, me pousse immédiatement vers le 8. Et je me dis que si quelqu'un a un budget pour 10K, peut pousser à 15K vu ce qu'on lui promet en plus. Ensuite, pousser au NZ9, ça me paraît vraiment pas adapté à ce que je serais capable de faire dans une pièce de vie. Je pense que ça n'aurait juste pas de sens. Enfin, je suis toujours pas prêt à passer au projecteur, ça c'est sûr. En fait, le NZ9, il est positionné exactement au même prix que le concurrent en face, quoi. Oui, voilà, je pense très proche. C'est celui que tu as vu, c'est celui-là, quoi. 890 ES, oui. Ça va provoquer un des remous, je pense. Bah ouais, parce que si les caractéristiques sont vraies, Sony, là, ouais. Ah bah oui, là. Bon, messieurs, ne rentrons pas dans les polémiques, s'il vous plaît, parce que là, on va avoir un succès d'estime directement. J'avais une question qui n'a pas été posée, c'est sur la 3D. Vous avez gardé la 3D, donc c'est bien. Oui, il y a toujours la 3D. C'est toujours un émetteur, c'est toujours un petit module à rajouter derrière. Oui, tout est identique avec le. Il serait peut-être temps de l'intégrer quand même. On va aller trop tard maintenant. C'est vrai que ça aurait été bien de l'intégrer, parce que c'est vrai que. Et en plus, on n'arrive pas à le trouver, ce petit module. Mon revendeur, il est plus grand. Il a énormément de mal à trouver un émetteur 3D pour moi. Et on reste toujours sur 96 images secondes. On a des infos là-dessus, c'est-à-dire sur le rafraîchissement des lunettes. Oui, on n'a pas changé. C'est toujours la même technologie, les mêmes lunettes depuis plusieurs années. Mais là, avec cette luminosité-là, la 3D, ça doit prendre une autre dimension quand même. C'est vrai que potentiellement, avec une telle luminosité, et en particulier avec un tel processing, c'est vrai que la 3D serait quasiment potentiellement regardable. Même si personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la 3D. Enfin, je conseille aux joueurs la 3D pour jouer, c'est très intéressant. Ah ouais? Ouais. Moi, je considère qu'il y a un seul film qui est intéressant en 3D, c'est Gravity. Gravity. T'as déjà fait des jeux vidéo en 3D? Non. J'ai essayé. J'ai jamais essayé, non. Essaye. J'ai essayé une fois un casque de réalité virtuelle, mais ça m'avait assez impressionné. Mais non, j'ai pas essayé la 3D en jeu vidéo. C'est très sympa. Pour moi, c'est le seul intérêt de la 3D. Je vais essayer Gravity en Atmos. Là, effectivement, Gravity en 3D et Atmos, là, ça doit être sympa. Ça va être sympa. Ça doit être quelque chose. Moi, je sais que chez moi, je suis en pièce de vie, un écran gris technique avec les lunettes 3D dans l'espace. C'est assez impressionnant le contraste qu'on atteint en fait. Même sur un simple X500, j'ai mon vidéoprojecteur il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il y a une immersion qui est assez impressionnante parce que je vais prendre juste un exemple. Mon beau-père qui est pas du tout branché à regarder des films ou quoi que ce soit, une fois je lui ai fait essayer, il a regardé le film entièrement, alors que c'est quelqu'un qui regarde jamais un film, tellement il est rentré dedans, quoi, je pense. Et c'est vraiment un film qui m'a impressionné en 3D, c'est peut-être le seul d'ailleurs.
Les autres, bon, j'ai regardé les avatars, ce genre de choses, mais bon, c'est... C'est vrai que Avatar en 2D sur un projecteur JVC bien réglé, c'est beau. la profondeur de champ et l'effet 3D que tu peux avoir. Alors c'est vrai que tu n'as pas l'effet 3D jaillissant, mais en termes de profondeur de champ et d'effet 3D en profondeur, c'est quelque chose qui est impressionnant. Bien, mais messieurs, ça fait mine de rien 1h30 qu'on est ensemble. Je vous propose qu'on fasse un petit bilan. Donc, Xavier, tout d'abord, merci pour, pour toutes ces précisions. Est-ce que la petite vidéo est déjà arrivée ou pas? Je vais regarder, mais je pense que oui, je pense que. D'accord, donc si tu pouvais me l'envoyer. Encore une fois, on va faire un tour de table rapide, en commençant par Gérald, qui est sur le premier sur la liste. Quelle est ton impression? Est-ce que tu as quelque chose à dire comment dire, en conclusion j'ai hâte de découvrir tout ça. Et personnellement, bon, ça, moi, je commence dans le cadre de mon cas personnel, je commence à penser à changer mon X500. Et c'est vrai que j'étais parti dans l'idée de me reprendre un vidéoprojecteur à lampe, mais c'est vrai que ça donne envie de passer à du laser, quoi. Tout ça quand même, même si je suis en pièce de vie sur 2,30 m de base d'image, ce qui est pas très très grand. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir le NZ7 et le NZ8. Clairement, c'est deux vidéoprojecteurs qui me tentent personnellement. Voilà. Olivier? Toujours en tant que non-connaisseur des projecteurs, je suis quand même épaté par tous les chiffres que je vois et qui me semblent des améliorations certaines des gammes précédentes, que je ne connais pas bien. Et je me posais juste une question sur le Dolby Vidéo absent, et vous y avez déjà répondu. Dolby Vision. Dolby Vision, merci. Absent par rapport au frame adapt que je ne connaissais pas, mais si vous le jugez tout à fait adapté, même supérieur, j'ai vraiment plus rien à dire sur ce support-là, sur les projecteurs actuels. C'est clair que le Dolby Vision Netflix sur de l'OLED, c'est vraiment impressionnant. Mais d'un autre côté, une fois que tu as vu du HDR avec le frame adapt, HDR, c'est quasiment tout aussi impressionnant. Très bien. Cyril? Oui, donc je dirais agréablement surpris par la gamme, parce que certains s'attendaient à avoir une transposition de la gamme Pro, mais en fait, ce n'est pas le cas, puisque sur la gamme Pro, on voyait sur les caractéristiques un rapport de contraste de 15 000 pour 1. Là, on est revenu dans des rapports de contraste d'hommes cinéphiles, on va dire. Et j'avais une petite question sur le CMD, je ne sais pas, ça m'a peut-être échappé tout à l'heure. L'interpolation d'image, est-ce qu'elle fonctionne avec l'e-shift engagé? L'interpolation d'image. Pas quand on a une source 8K, mais quand on a les autres sources, oui. Non, pas avec le e-shift. Non, avec le e-shift. Ah oui, parce qu'on va perdre la fluidité du coup avec les shifts. Parce qu'on va gagner en précision. Ouais, on va le perdre. J'avais une question. Sur le NX9, tu peux le faire. Hein. Ouais, il me semble que j'ai lu tout à l'heure sur la news américaine que le CMD n'est pas activable sur le 8K 60 images secondes et sur le 4K 120p. Oui. Par contre, d'après ce que je suppose, c'est qu'en 4K 24 images secondes ou 50 ou 60 images secondes, tu pourrais l'activer. C'est l'impression que j'ai eue. Et Nicolas, toi, tu l'engages l'e-shift sur ton NX9 ou pas? Non, moi, j'aime pas trop le rendu du... Parce que dans les l'ancien e-shift que j'ai connu sur le 1080p, ça foutait un peu l'image. Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai aussi. D'accord. Et par contre, ça permettait de faire des process vidéo très poussés
et d'avoir une image vraiment très précise pour un 1080p. Donc là, à voir ce que ça va donner, les Shift X. Voilà, moi, c'est tout pour mes questions. Nico? Un peu pareil, hein, agréablement surpris par cette nouvelle gamme qui est une vraie évolution pour le coup. Et pareil que j'attends avec impatience les premiers retours de ces projecteurs. Xavier, Oui. si on pouvait bisser ce qui a été fait il y a 3 ans lors de la présentation de la série N, où JVC avait organisé une présentation un petit peu particulière post-IFA dans le contexte français où nous étions Nicolas, il y avait Cyril Roseau. Oui, Cyril Roseau qui était avec nous. N'hésite pas à nous faire signe parce que maintenant qu'on a l'eau à la bouche, voilà, d'autant plus maintenant qu'on a l'eau à la bouche. Voilà. Je vous dirai si on a les samples, si on peut faire ça. Ok. Pour ce qui me concerne, en conclusion, je dirais que quelque part, ce qui me bluffe vraiment profondément, c'est l'évolution l'évolution et le niveau technologique que l'on atteint aujourd'hui en projection. Moi, je pratique la projection depuis quasiment plus de 25 ans maintenant. Oui, largement plus de 25 ans. Et quand je vois les produits qui nous sont présentés là, c'est tout incroyable. Simplement... Ouais, c'est incroyable. Faut le dire comme ça. Ah, c'est incroyable. Du laser et du laser 8K, potentiellement avec le eShift X, un 8K quasiment nominal, avec une matrice 4K. Pour quelqu'un qui apprécie beaucoup la résolution, la résolution 8K, je suis vraiment bluffé. Et ce qui me bluffe encore plus, c'est de pouvoir positionner une telle technologie dans une synthèse qu'en fait le NZ8. Positionner quelque chose comme ça pour 15K, bien sûr, 15K, c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, pour un passionné qui veut c'est incroyable. Il y a quelques années, donc le Z1 que j'ai vu, qui est un projecteur fabuleux, il ne proposait pas tout ça pour 35K. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et qu'on ait réussi à faire un équivalent, ou quasi équivalent à part l'optique, en eShift X, 8KX pour 15K, je suis vraiment bluffé. Voilà. C'est mon point de vue qui n'engage que moi, moi en tant qu'individu. Voilà. Xavier, merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on arrête ce podcast? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces échanges très intéressants. Donc, je pense vos synthèses ont été assez intéressantes pour pouvoir récapituler un petit peu les points forts. Et je pense que vous avez fait mon travail très bien en récapitulant bien les points forts, les intérêts de certains produits, de chacun des produits. Non, je pense que c'est une très bonne synthèse. Maintenant, le plus important sur les projecteurs, c'est toujours de vivre l'expérience. Parce que là, on a vu la théorie, c'est la pratique, c'est de les tester, de vraiment en profiter. Donc, c'est la prochaine étape. Tester, tu viens de dire le mot. Donc, encore une fois, excuse-moi de bétonner en disant le plus tôt possible, s'il te plaît. Voilà. Écoutez, messieurs, merci infiniment. Je vous propose donc qu'on arrête là ce podcast. Je vais essayer de le monter le plus rapidement. À bientôt sur
Merci Xavier. à JVC. Merci Xavier. Xavier, merci Au Hugo. revoir. Merci Hugo. Merci à tous. Merci, Au à revoir. bientôt. Salut. Salut, au revoir. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect